mais pas... Alors peut-être avant de raconter l'histoire, moi ce que j'aimerais te demander c'est Les Renaissances, si j'ai bien compté, c'est ton 12e roman. Oui. Toujours chez le même éditeur d'ailleurs, Oui. il y a une vraie fidélité à Oui. Michel Lafon. Et est-ce qu'au bout du 12e roman, est-ce que tu as gardé ton envie intacte? Est-ce qu'il y a toujours cette même... voilà, ou est-ce qu'il y a un peu de lassitude? Comment est-ce que tu te situes aujourd'hui après ce parcours quand même de plusieurs années dans l'écriture? Alors, il y aurait pu avoir une lassitude. C'est pour ça que j'ai changé de temps de publication. Voilà, il y a pendant 10 ans, ça a été un roman par an. Et aujourd'hui, c'est tous les 18 mois. Alors, ça peut paraître anodin, 6 mois, mais en fait, c'est beaucoup. Mais parce qu'aussi, au bout de 10 ans, de 10 romans, je commençais à sentir une forme de fatigue. Non pas de ne plus avoir envie d'écrire, mais quand même, malgré tout, une fatigue qui aurait pu m'amener à la perte de l'écriture, finalement, et de l'envie. Donc, j'ai entendu le signal d'alerte dans ma tête. Et voilà, le hasard fait bien les choses. L'histoire de l'homme des mille détours est apparue et voilà, cet homme ne m'a pas laissé le choix, il m'a demandé plus de temps. Donc parfois il y a un alignement des planètes parce que de toute façon je m'étais toujours dit que je refusais la surconsommation de l'écriture, écrire pour écrire, parce que pour moi ça aurait perdu son sens. Et voilà, c'est ce qui m'a permis du coup d'échapper à cette lassitude ou à cette disparition de l'envie d'écrire. Alors c'est marrant parce que tu parles de la disparition et de l'envie d'écrire et on va rentrer dans l'histoire de ce roman. Alors peut-être que pour ceux qui ne l'ont pas lu, tu pourrais nous faire un court résumé de cette histoire pour savoir un petit peu de quoi on parle. C'est horrible cette question. Dans les Renaissances, vous rencontrez deux personnages. D'un côté, vous avez Lino, qui est un homme, il est restaurateur de mobilier d'art ancien. C'est un solitaire taiseux qui est rongé par une histoire d'amour passée aussi passionnelle qu'éphémère, mais de laquelle il n'est jamais sorti. Et puis, tout un certain nombre de choses qui font partie de son passé. Voilà, il ne vit finalement qu'avec ses meubles. Et de l'autre côté, vous avez Rebecca, qui est une romancière qui n'a plus écrit un mot depuis 2 ans, qui est mariée, mais son couple commence à arriver en fin de route, et ses enfants vont bientôt fêter ses 19 ans, donc ils s'apprêtent à quitter le nid. Donc Rebecca, au moment où vous la rencontrez au début du roman, elle n'est pas très très en forme, elle ne sait plus trop qui elle est. Et c'est la première fois en 12 romans que ton personnage principal est une romancière. Donc forcément, ce personnage de romancière en panne d'inspiration, je ne peux pas ne pas te poser la question de la part qu'il y a de toi dans ce personnage. Bah, d'autant plus que j'ai eu la bonne idée d'en faire une ancienne psychologue, ce que j'étais. Donc, alors après, je m'étais toujours promis de ne jamais écrire une histoire où il y aurait eu une romancière ou un romancier. Enfin, parce que je voulais véritablement, je fuyais le côté jeu de miroir avec mon personnage. J'estime que je suis déjà bien assez fusionnelle comme ça avec mes personnages pour, j'estimais ça avant, pour aller encore plus loin. Et puis, alors, il faut savoir que c'est le personnage de Lino qui est à l'origine du roman. C'est lui qui est apparu en premier dans ma tête, mais très vite, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'il ne me disait pas, il ne voulait pas se dévoiler à moi, mais je me suis dit, bah donc c'est à quelqu'un d'autre qui doit raconter son histoire. Mais à qui? Et puis, voilà, le personnage de Rebecca a fini par me tomber dessus, et ça a été, comme je dis, le premier high de l'écriture des Renaissances, parce que je me suis dit, mais non, je ne veux pas, il en est hors de question, mais elle s'est tellement imposée, j'ai pas eu le choix, en vérité, et je me suis dit, bah, quitte à aller me bousculer, je vais en faire une ancienne psy, et on va, voilà, je vais vraiment voir ce que ça va donner. Mais ça t'est déjà arrivé, cette panne d'inspiration, ce ressenti qu'elle traverse Non. là? En fait, alors, moi j'ai des pages blanches à chaque écriture de roman. Hein. Je veux dire, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des journées qui parfois s'enchaînent où il y a quasiment pas un mot qui sort et je me dis, mais je me suis trompée de roman, je suis pas prête, etc. Et alors, Dieu sait qu'avec les Renaissances, j'ai eu le droit. En revanche, ce qui est arrivé à Rebecca, et je rebondis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui aurait pu m'arriver en fait si j'avais pas entendu le signal d'alerte. Elle l'a pas entendu en réalité.
Et du coup, en fait, cette histoire que j'ai vécue, moi, avec Rebecca, dans notre tête-à-tête, elle m'a permis aussi de poser des mots sur ça, sur l'écriture, sur le rapport aux histoires, aux personnages, et sur la perte des mots aussi, et l'angoisse de la perte des mots. Si on parle un peu du métier de lino, bon, le métier d'artisan d'art, d'ébéniste, voilà, c'est un métier qu'on connaît pas forcément. Oui. Et puis après, il a quand même aussi dans la deuxième partie du roman un autre métier, peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Et il y a un rapport presque charnel à ce métier. Oui. Comment est-ce que tu as documenté ça? Comment tu as observé ça pour le rendre aussi vivant? Alors, je me suis documentée, mais après, je dirais que c'est sa personnalité qui m'a amenée à ce rapport extrêmement charnel qu'il entretient avec ses meubles. Et puis, il parle à ses meubles, comme il dit, il les séduit, il les engueule, il leur murmure à l'oreille. En fait, cet homme, il est tellement mal que le seul lien qu'il entretient, c'est avec ses meubles. Donc, pour moi, il devait avoir ce rapport extrêmement, oui, charnel avec eux. Je l'imaginais pas autrement, en fait. C'était son moyen d'être vivant, en fait, ces meubles. Alors, on ne peut pas parler de Lino sans parler de sa famille, et notamment parler de sa mère, Elena. Est-ce que Oui. tu peux nous parler un peu d'Elena et de cette personnalité un peu exceptionnelle? Alors, Elena, oh là là, elle m'est tombée dessus, pareil, je ne savais pas trop comment la gérer. Elena est une femme... on me pose rarement la question, Marie. Euh, Elena est... Peut-être je peux préciser un peu ma question. Elena, enfin, toi qui as été psychanalyste, est-ce qu'elle est une douce folie ou une vraie pathologie, par exemple? Oh, c'est un petit mélange des deux. C'est-à-dire qu'à l'époque où elle a vécu, on se serait bien gardé de la diagnostiquer de quoi que ce soit. Moi, j'aime la voir remplie de folie douce. Elena elle est au-delà du fantasque. Pour certains, elle peut paraître totalement irresponsable. Voilà, elle a fait tout un tas de choix de vie qui ont eu des conséquences sur la génération future. Mais c'est une femme passionnée par l'histoire de l'art, passionnée par la vie, qui n'a pas de, oui, la raison la déserte quand même régulièrement, et qui a donné tout son amour à son fils. Lino ne serait pas Lino sans sa mère, euh, euh, avec toutes les conséquences que cela comporte. Nous n'allons pas parler de toutes les conséquences, sinon on racontera toute l'histoire. Mais moi, c'est une femme, j'ai aimé en fait l'écrire, j'ai aimé parler d'elle et quelque part, l'espace de quelques minutes, on rêverait tous d'avoir une mère comme Elena, et puis très vite, on se dit, oula, non, de loin, 5 minutes, 2 heures, un week-end, une semaine de vacances, mais pas plus. C'est elle a amené un fardeau quand même sur les épaules de Lino, sa quête de la beauté, sa quête d'absolu permanente, sa vision de l'amour, tout ça, voilà. Elle a pu vivre comme ça, elle l'a assumé. Tout le monde ne peut pas. Dans le roman, il y a trois fils narratifs, on peut dire. Oui, Il y a l'histoire qui est parfois racontée du point de vue de Rebecca, oui, parfois racontée du point de vue de Lino. Et puis, il y a aussi le roman qui s'écrit. Et ça, c'est une forme quand même assez nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, Lino va donner à Rebecca l'autorisation de raconter son histoire, oui, et donc nous, en tant que lecteurs, on va lire le roman qui se construit. oui. Comment est-ce que tu as travaillé ça? Est-ce que c'est venu tout de suite? Est-ce que ça a été évident dès le départ, cette construction-là? Bah, dès lors, en fait, que j'ai accepté que j'allais écrire un roman où un des deux personnages principaux était une romancière qui allait potentiellement se remettre à écrire, ça a été un autre high dans l'écriture où je me suis dit, mais en fait, t'as pas le choix. C'est-à-dire que tu vas parler du roman que Rebecca va se mettre à écrire, bah, il va bien falloir que ce roman il soit écrit. Donc très vite, voilà, j'ai eu l'idée de me dire, je vais pas écrire un roman, mais deux. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, moi, je vais en écrire qu'un, c'est Rebecca qui va écrire le deuxième. Parce que immédiatement, voilà, Rebecca n'est pas moi, je ne suis pas Rebecca. Donc, elle n'écrit pas comme moi et je n'écris pas comme elle. Et après, comment on fait ça? De trouver un nouveau style au bout de, après 11 romans. Ça ne sort pas du ciel. Euh, alors,
quand le premier chapitre écrit par Rebecca est arrivé, je suis arrivée au moment où il fallait qu'il s'écrive ce chapitre. J'avais déjà passé un certain nombre de mois aux côtés de Rebecca, on s'était apprivoisées toutes les deux. Il y avait déjà un certain nombre aussi de chapitres écrits de son point de vue, donc je la connaissais. J'avais appris en fait à vivre avec. Et quand je me suis retrouvée voilà, devant cette page blanche et qu'il a fallu commencer à écrire son roman, c'est sorti d'une manière très instinctive. Et quand il a été terminé, ce chapitre, je me suis dit oui, effectivement, elle n'écrit pas comme moi, je n'écris pas comme elle, mais ça y est, je l'avais en fait, le style de Rebecca. Alors après, c'est mon côté psy qui va parler, je l'avais à l'intérieur de moi, bien caché, profond, il m'a fallu 12 romans pour le trouver. Mais, et c'est pour ça que quand je suis arrivée à la fin de l'écriture du roman, que je l'ai envoyé à mon éditrice, déjà il m'a fallu tout ce temps pour réaliser que j'avais créé mon double de papier et que finalement ce roman, oui, il avait été écrit à 4 mains, les siennes et les miennes. Dans ce roman, enfin, et j'allais dire dans celui-là et dans tous les autres, il y a quelque chose qui est très important pour toi, c'est les lieux. Oui. Les lieux sont jamais choisis par hasard, et donc avec ce roman, tu nous entraînes, on va dire au moins dans 2 lieux, la Provence dans laquelle tu reviens, et puis l'Italie, Venise. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 2 lieux? Alors, la Provence, en fait, alors là, je suis allée en Provence en hiver plutôt. Voilà, j'avais envie de montrer aussi la rudesse de la région en plein hiver, et ça correspondait Le vent. le vent. Ce petit Mistral glacial qui souffle en plein hiver. Et puis ça correspondait finalement à l'état d'esprit dans lequel est Lino quand même tout le début du roman. Et après, j'avais pas d'autres lieux plus que ça pendant tous mes mois de cogitation autour du roman. Et puis je pars en vacances à Venise, pareil en plein hiver, avec mon mari et mes fils. Et je suis littéralement happée par cette ville, par son atmosphère, par le mystère que cette ville dégage, le côté extrêmement romanesque qu'il peut y avoir à Venise. Ses coutumes, ses costumes, ses masques, enfin, tout ça, moi, m'a complètement aspirée. Je reviens de mes vacances, je reprends ma vie. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, ah mais tiens, cet événement assez fondateur pour Lino, mais si ça se passait à Venise, mais voilà, par rapport au souffle romanesque qu'il y a dans cette ville, je me dis, mais c'est terrible, mais ça va encore plus l'enfoncer dans son obsession, il va encore plus voilà, tourner autour, ressasser autour de ses souvenirs par rapport à ce que dégage Venise. Ok, je sais, mais ça ne va pas plus loin. Ce passage est écrit, et là, en fait, je sens qu'il y a beaucoup plus avec Venise. Je me dis non, en fait, l'histoire ne peut pas s'en arrêter là avec cette ville, et je comprends en fait que Venise va devenir un personnage secondaire finalement. Donc moi, je me suis replongée dans mes souvenirs, je me suis redocumentée un peu plus en profondeur sur Venise, et c'est comme ça que ça a pris toute cette importance au fur et à mesure de l'écriture. Il y a un autre élément fort dans ce roman, c'est la jalousie. En fait, Lino grandit avec son cousin, Alban, et en fait, quand ils sont enfants, Alban a plutôt tendance à jalouser son cousin qui a beaucoup de succès, qui est beaucoup plus costaud, qui est beaucoup plus... voilà, qui sait faire plein de choses que lui a un peu peur de faire. Et puis ce rapport de jalousie va s'inverser en grandissant, et puis il y a d'autres relations de jalousie dans le livre. Est-ce que tu es une jalouse, toi? Non, ça ne m'intéresse pas trop. Je me contente de ce que j'ai et c'est très bien. Alors, en fait, le rapport entre Lino et Alban dans leur enfance et par la suite, il ne s'est pas présenté à moi sous forme de jalousie. Il y a quand même un rapport, c'est une jalousie qui, enfant, chez eux, est assez inconsciente finalement. Parce qu'il y a un rapport il y a un rapport aussi de protection, c'est-à-dire que voilà, vous avez 2 petits garçons qui ont le même âge, il y en a un qui est chétif, plus fragile, plus timide, qui a peur de tout, et puis vous avez un gaillard qui est hyper lumineux, qui rigole tout le temps, qui a peur de rien, qui a sa mère fantasque. Voilà, donc il y a, et en même temps, ce gaillard lumineux, il est extrêmement protecteur avec son cousin, enfin, ils ont un rapport de frère. Mais voilà, le côté solaire permanent de Lino
fatalement, chez un petit garçon plus fragile, ça peut avoir ses conséquences. Mais c'est quelque chose, voilà, qui s'est tissé et j'ai compris au fur et à mesure de l'écriture. Ils se sont pas présentés comme ça à moi. Rebecca, elle puise son inspiration dans le réel, Oui. dans l'histoire de Lino et Oui. dont elle va faire un roman. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive aussi, toi, en tant que romancière? Est-ce que voilà, tu vas aller dîner, déjeuner, rencontrer des gens et c'est des choses qu'on va retrouver dans tes romans? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Enfin voilà, dans tous mes romans, jamais je me suis basée sur voilà ce qu'on aurait pu me raconter, ce que j'aurais pu vivre ou que amis ou famille auraient pu vivre. Euh, Parce que déjà, en fait, j'aime rencontrer des personnages que je n'ai jamais côtoyés dans ma vraie vie. J'aime me frotter en fait à de nouvelles personnalités. Et puis, je crois profondément à la fiction, au pouvoir de la fiction, de raconter des histoires, qu'elles soient dans le réel ou pas dans le réel. Mais finalement, voilà, la fiction peut faire écho aussi dans nos vies avec une forme de recul, parce que non, ça nous est pas arrivé. N'empêche qu'il y a des petites choses que ça va aller chatouiller et sur lesquelles on va réfléchir grâce à une histoire totalement fictive. Et j'aime me plonger là-dedans, en fait, quand j'écris. C'est bien qu'il y ait encore une autrice française qui aime la fiction. C'est rassurant. Merci. Moi, je veux raconter des histoires, en fait. Oui. C'est ce qui m'anime, moi. C'est bien, merci. Moi, j'aime beaucoup la posture de mère de Rebecca. Oui. Alors, c'est vrai que forcément, quand on lit un roman, on le ramène forcément à soi, à ce qu'on vit, au fait que moi j'ai une adolescente et que donc voilà, du coup, on se dit bon voilà, c'est ça aussi ce qui va arriver dans le futur. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de sa place de mère et puis peut-être te demander aussi, tes enfants ils grandissent, est-ce qu'ils commencent à lire tes romans? Alors, je vais commencer par la dernière question. Non. Alors oui, mes enfants vont fêter cet été leurs 13 et 17 ans. Alors, le petit, voilà, il est peut-être encore petit. Enfin, je leur ai toujours dit qu'il n'y avait pas d'obligation à lire mes romans, parce que je pars du principe que c'est peut-être pas évident, en fait, de lire les histoires de grands, entre guillemets, écrites par sa maman. Par sa maman. Voilà, enfin, je vais pas vous dire le contraire. L'écriture, ça relève quand même de l'intime. Et je pense que c'est pas toujours évident, en fait, pour un enfant de se retrouver projeté dans cette intimité de son parent à travers des histoires. Forcément, ils peuvent se faire des images en tête. Voilà, donc je leur ai dit, je vous en voudrais jamais si jamais vous n'ouvrez un de mes romans. Si vous voulez, vous y allez. Mais voilà, c'est à eux de décider. Et c'est vrai que, voilà, je vais juste faire une parenthèse, vous raconter une anecdote. Au moment où, pendant la sortie de La Déraison, j'avais eu l'opportunité de faire une lecture musicale où mes enfants étaient. Alors, ils étaient beaucoup plus petits, parce que ça remonte à 2022. Et on ressort de la lecture musicale, et mon plus petit me dit, mais maman, mais c'est très très triste ce que t'écris. Mais pourquoi t'écris sur la mort comme ça? Oui, alors maman a un petit problème avec ça. Et là, en fait, alors j'avais déjà en fait idée que c'était pas forcément évident pour un enfant de lire les romans de ses parents. Mais là, en fait, je me le suis vraiment pris en plein visage. Là, en plus, il est costaud. Oui, il est relativement violent à ce niveau-là. Mais en fait, c'est pas pour moi. Après, ils en entendent parler au fur et à mesure de l'écriture, puis ils me demandent les prénoms et qu'est-ce qui leur arrive, etc. Et puis voilà, ils voient ça encore de loin. Et donc, je reviens à la première question. Rebecca en tant que maman. Rebecca, donc oui, je disais, ses jumeaux vont bientôt avoir leurs 19 ans, Fantine et Oscar. Ça a été une maman hyper présente pendant l'enfance et l'adolescence de ses enfants, puis elle les voit grandir, donc elle est très très heureuse pour eux. Puis voilà, enfin, elle a conscience qu'après tout, ses enfants, on les fait pas pour les garder, c'est pour qu'ils mènent leur vie. N'empêche que elle sait qu'elle est un tout petit peu moins maman quand même et qu'ils ont moins besoin d'elle au quotidien et que vu en plus l'état dans lequel elle est, il y a comme une inversion de rapport parce que voilà, au début du roman, ces enfants la surveillent en fait, ils sont extrêmement inquiets pour elle. Bon, son mari est parti travailler 2 mois en Espagne, donc elle a l'impression que ses jumeaux se relayent à la sortie des cours de la fac pour voir maman va bien, est-ce qu'elle a essayé d'écrire, est-ce qu'elle est encore en pyjama au fond de son lit.
Enfin, et en même temps, elle sait que c'est pas normal et qu'il faut qu'elle les libère de ça et de cette inquiétude. Et puis elle a un peu de culpabilité aussi à vouloir peut-être prendre un peu de liberté et à vivre sa vie aussi. Elle a un petit chemin à parcourir parce que c'est pas facile de se dire bon allez maintenant je vis pour moi, je reprends ma vie en main et c'est un cheminement, je pense que tous les parents doivent opérer à un moment ou à un autre. Je crois bien. On l'avait déjà évoqué dans des précédentes rencontres, mais c'est vrai que souvent, quand je lis tes romans, j'imagine très bien qu'ils puissent être adaptés au cinéma, en série, ou voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui se concrétisent enfin ou pas? Alors, nous avançons sur L'homme des mille détours, qui normalement devrait être une série. Donc, on travaille avec les productrices et les scénaristes. Après, je l'ai toujours dit, je préfère qu'il n'y ait pas plutôt qu'il y ait mal. Je suis un vrai chien de garde avec mes romans. Donc, j'ai pu arrêter des projets parce que je me rendais compte que ça n'allait pas être mon histoire. Voilà, alors après, je l'ai appris aussi avec les années. Le mot adaptation, il n'est pas là juste pour faire joli, ça a du sens. Hein. On ne peut pas mettre strictement un roman de 400 pages à l'écran sans que ça bouge à aucun endroit. Ne serait-ce que parfois sur des chronologies, sur comment on met en image et en dialogue des pages d'introspection. Voilà, on va pas faire de la voix off pendant 2 heures. Hein. Tout le monde s'ennuierait. Mais moi, tout ce qui compte, c'est de retrouver mes personnages, qu'il n'y ait pas de coupe où on en enlève la moitié, de retrouver l'histoire, que l'histoire ne soit pas changée, qu'il y ait une justesse dans les dialogues. Je sais que certains personnages ne pourraient pas dire ça ou ça. Donc je préviens en fait quand il y a des gens du cinéma ou de la télé qui s'approchent de moi. Alors attendez. Par contre, voilà, mais parce qu'en fait, je veux mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir arriver devant les lectrices et les lecteurs et de leur dire voilà, je suis fière, c'est l'histoire. Il y aura des déçus, enfin il y a toujours des déçus, mais moi je reconnais en fait mon histoire, mes personnages, je sais que ça a été travaillé avec le cœur et dans le respect du roman. Je vais me tourner vers vous. Peut-être que vous avez envie de réagir, de poser des questions à Agnès. Je pense qu'il doit y avoir un micro quelque part qui doit pouvoir tourner. Est-ce qu'on a des bénévoles pour faire tourner les micros, s'il vous plaît? Ils arrivent. Déjà, levez la main si vous voulez poser une question. Le micro est là. Non, personne? Soyez pas timide. Non? Alors là, vous m'étonnez. Hein. Tu vas être obligé de continuer. Bah ouais, moi je continue. Hein. Non, personne n'a te posé de questions. Bon. Et après, ils vont venir et ils vont vouloir te dire des choses. En fait, ils veulent te dire que des choses à toi et ils veulent pas partager, en fait. C'est ça, hein, je sais comment vous êtes. Du coup, tu l'as dit, tu prends plus de temps pour écrire. Mais du coup, comment est-ce qu'on laisse comme ça des personnages, une histoire? Le livre, il est sorti en février, donc ça fait déjà quelques mois. Oui. Est-ce que tu te remets tout de suite à l'écriture? Est-ce que tu as toujours 3 projets en cours? Enfin, comment est-ce que ça s'articule, ta façon d'écrire, en fait? Alors, j'ai pas de roman dans les tiroirs. J'ai pas d'histoire dans les tiroirs. Il faut vraiment que je prenne une distance certaine avec le roman avant de sentir qu'il va y avoir des choses qui vont commencer à me chatouiller et que je vais avoir envie de me poser cette fameuse question avec qui j'ai envie de passer du temps dans ma tête pour l'année qui suit. Avec le temps, j'ai appris en fait que je ne me séparais jamais de mes personnages. C'est comme un millefeuille en fait, ils se superposent les uns aux autres. Et en fait, chacun m'amène, enfin tous les précédents en fait m'amènent vers les suivants. C'est-à-dire que sans
Sans Reine, sans Diane, sans Gary, Yvan et Rim, il n'y aurait pas eu Rebecca et Lino, en fait. C'est un cheminement. Et ça, en fait, je crois que l'écriture des Renaissances m'a permis, en fait, d'en prendre conscience d'une manière plus intense encore. C'est que l'écriture, c'est une quête permanente, et tout ce que j'ai écrit par le passé fait partie de moi, et a son sens à cette période-là, à ce temps-là, pour m'amener à chaque fois un peu plus loin et différemment. Donc, il y a une distance qui s'opère. Il y a un moment, il va falloir que j'arrête de parler de Rebecca et Lino, sinon la place ne va pas être libre. Mais j'ai besoin, en fait, de ce temps de séparation et d'éloignement avec eux avant de pouvoir me dire, ok, la place, ils ont laissé un petit peu de place quand même. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce titre, de ces renaissances, parce que l'idée de la seconde chance, c'est quelque chose qui est très présent aussi dans Oui. tes romans. Oui, oui, j'y crois profondément. Et les Renaissances, alors au-delà du clin d'œil évidemment à la Renaissance italienne par rapport à voilà l'histoire de l'art dont il est quand même pas mal question dans le roman, chaque personnage du roman, que ça soit Rebecca ou Lino ou tous les secondaires, peuvent en fait arriver à ce point de renaître. Et je suis intimement convaincue, au-delà des secondes chances, qu'on peut renaître de multiples fois dans sa vie. Au détour d'une épreuve, au détour d'une grande joie, au détour d'un changement, au détour d'une rencontre. Et que toutes les renaissances en fait qu'on peut vivre au cours de sa vie nous permettent de mieux nous connaître. Même si ça fait mal parfois, et je dirais tant mieux si ça fait mal, parce que ça ira forcément mieux derrière. Mais et pour moi, en fait, tous les chemins qui sont pris et choisis dans ce roman peuvent amener à cette réflexion autour de la Renaissance. On l'a dit en introduction, c'est ton 12e roman publié chez le même éditeur. Ouais. C'est rare une fidélité comme ça, surtout chez un auteur à succès, où en général, quand on a du succès en littérature, bah, les auteurs ont des offres, voilà. Enfin, il y a aussi un marché du livre, donc Oui. voilà, cette fidélité, elle est importante pour toi? Oui, et puis après 12 ans passés ensemble, main dans la main, dans la confiance, le respect, pour moi, ça n'a pas de prix. Après, voilà, c'est une famille. Oui, ils font partie de ma vie et c'est il y a une place particulière. Puis moi, j'accorde une grande place à mon éditeur, au travail avec mon éditrice, avec qui je travaille mes textes. Et alors, je vais vous dire un truc absolument bateau, mais alors j'assume totalement. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est-à-dire que voilà, dans tous les mercatos du monde, hein, on peut vous dérouler des tapis, etc. La finalité, elle est où? Elle est où la sincérité? Elle est où le sens? Dès lors qu'on s'entend bien, qu'on est capable de s'engueuler et de se réconcilier, de se dire quand on n'est pas d'accord, comme dans une famille, pour moi, c'est voilà une maison d'édition. Le mot maison, bah, il a véritablement son sens. Et moi, c'est ce que je vis avec les éditions Michel Lafon. Et c'est toujours le même éditeur ou la même éditrice avec Ouais. laquelle tu travailles depuis le début? Ouais. Ça aussi, c'est un signe, parce que pour le coup, dans le monde de l'édition, ça bouge beaucoup. En général, même les éditeurs changent souvent de maison. Oui, puis on se connaît bien, quand même. Très, très bien maintenant. J'avais une question qui m'a échappé. C'est dommage. Si, oui, je voulais qu'on parle de musique quand même, Oui. qu'on reprenne. Oui. Peut-être en fait, on va peut-être finir par ça même. On a Oui. commencé en musique Oui. et en fait, souvent dans tes romans, il y a une playlist Oui. qui accompagne les romans. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de la musique, à la fois dans l'écriture et puis pour toi? Ben, en fait, sans musique, je n'écris pas. S'il y a la playlist à la fin, c'est pas un gadget. Ça a du sens parce que pour moi, c'est un prolongement de mon écriture. Donc chaque scène a son morceau qui lui est dédié, que je cherche avant d'écrire. Donc ça peut prendre des heures ou des jours avant de trouver le bon morceau. Pareil, j'ai appris avec le temps que c'était pas du temps perdu, justement, quand je cherchais le morceau qui allait m'accompagner, parce que quelque part, je brouillonne dans ma tête. Mais je puise mon inspiration dans la musique. Donc je sais que quand j'ai trouvé le bon morceau, donc j'ai une idée hein, à peu près de la scène que je m'apprête à écrire, ou en tout cas de l'état d'esprit des personnages. Alors c'est totalement subjectif, hein. Il faut qu'il y ait une alchimie entre moi, ce que je ressens dans mes tripes du morceau et ce que je projette d'écrire. Mais je sais que quand j'ai trouvé le bon morceau, ça va me permettre
d'aller beaucoup plus loin en fait que ce que j'imaginais, de puiser encore plus dans mes émotions profondes et de pouvoir permettre au personnage de dire encore plus de choses que ce qui était prévu. Et est-ce que parmi toute cette musique, toute cette écriture, tu arrives à trouver du temps pour lire? Quand je n'écris pas. Donc non, oui. Alors quand j'écris, alors j'ai toujours un livre ouvert, mais en tant que lectrice, quand je rentre dans un livre, je veux y être. En fait, donc j'aime tomber sur des livres qui vont m'obséder, et qui vont m'envahir. Donc c'est vrai que quand j'écris, c'est un petit peu compliqué. Là, il y a un moment, il y a déjà beaucoup de monde dans la tête, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc quand je n'écris pas, en fait, c'est là en fait où je comble mes lectures, où je regarde des piles, où je m'en fais d'autres, et voilà. Donc là, je lis quand même un peu en ce moment, mine de rien, et puis je profite en général de l'été pour rattraper pas mal de retard. Bah, merci beaucoup Agnès. Merci à vous. Et puis donc elle va vous retrouver à la table sous le parasol rouge pour la séance de dédicace. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.